avec ça, voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il vous suffit de ne pas ouvrir votre caméra. Et si vous ne voulez vraiment pas qu'on entende non plus votre voix, si jamais vous avez une question à poser, vous pourrez la poser dans le chat. Je vous en reparle dans un instant. Quelque chose d'important, Mme Thury va nous entretenir de la pollution numérique. Alors, exceptionnellement, peut-être que ça va devenir une habitude cette semaine de l'environnement, on vous demanderait de fermer vos caméras. Mme Thury va nous expliquer pourquoi cela. On vous demanderait de fermer vos caméras et de les ouvrir, cela dit, si vous avez une question à poser durant la période de questions. Le micro, ça, c'est très important aussi de le fermer quelque part ici. Tenez, attendez un petit peu, je vais partager quelque chose avec vous pour être certain que tout le monde sache bien comment est-ce qu'on fait ça. Tenez, voici, vous me voyez bien? Je suis joli. Regardez, vous avez ici le micro qui doit être fermé avec la petite barre rouge dessus, s'il vous plaît. Et puis, la barre de discussion ici, vous allez l'ouvrir. Ça va vous ouvrir une barre de discussion. Quand vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Vous avez juste à saisir votre question si vous ne voulez pas prendre la parole, si vous êtes gêné ou que vous ne voulez pas qu'on vous entende. Sinon, vous pouvez juste inscrire questions et moi, à la fin de la conférence, quand on va passer aux questions, je vais les passer en revue dans l'ordre où elles vont avoir été formulées. Et puis, à la fin de la conférence aussi, on va vous partager un lien vers un petit sondage qui va vous permettre de courir la chance de gagner un prix de participation. Remplissez le sondage, donnez-nous votre avis. Tout ça à la fin. Fait que je vous encourage, bref, à ouvrir la barre de discussion pour aussi avoir ce lien un peu plus loin. Et puis, on arrête ceci, on revient à moi. Bonjour. Prix de participation, c'est fait. Et il ne faudrait pas que j'oublie de remercier nos commanditaires. Hein, la Semaine de l'environnement ne serait pas ce qu'elle est avec sa riche programmation sans l'Association étudiante du Collège, que nous remercions chaudement, la Fondation du Cégep à Terrebonne, la coop aussi du Collège a participé, la boutique Un Monde à Vie de Mascouche, la microbrasserie L'Albatros à Mascouche et le restaurant Le Masquois aussi à Mascouche. On les remercie chaudement. Il nous fait plaisir de recevoir Mme Thury. Et oui, on y arrive. Je sais que vous n'êtes pas venu me voir. Mme Sophie Thury. Elle est responsable des communications du Centre québécois du droit de l'environnement. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'un DESS en environnement et développement durable. Elle se spécialise dans la communication environnementale pour des organismes sans but lucratif. Au travail comme dans la vie quotidienne, elle participe à sensibiliser tous les niveaux d'acteurs aux enjeux climatiques et environnementaux. Enfin, sachez que Mme Thury a eu l'amabilité de créer cette conférence de toutes pièces à notre demande, exprès pour nous, sur la pollution numérique, c'est-à-dire sur l'impact environnemental souvent sous-estimé des technologies numériques. Alors, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir chaleureusement Mme Sophie Thury. Merci beaucoup pour l'introduction, la présentation. Je voudrais juste signaler que j'ai une petite panne de courant juste avant le début de la conférence. Donc, normalement, le plan B fonctionne, mais si je disparais, je reviens très rapidement. Voilà, comme ça, c'est fait. Et puis, pour les caméras, en effet, je vais revenir là-dessus, mais on pourra tous les rouvrir pour la période de questions, que ça soit un peu plus convivial. Comme Jean-François l'a mentionné dans ma présentation, je suis en communication. Ça veut dire que je ne suis pas experte de la pollution numérique. Ça ne va pas être un exposé technique, mais ça va plus être sur les enjeux environnementaux, quelques enjeux politiques. Puis en fait, on va passer en revue énormément de thématiques différentes. On va survoler tous les enjeux de la pollution numérique. Si vous voulez approfondir certains sujets, en général, pour la plupart des enjeux, je vous donne des références complémentaires que vous pourrez aller voir dans un second temps. Et puis sinon, à la période de questions, bien sûr, vous n'hésiterez pas à me poser vos questions si vous voulez approfondir certains sujets. Puis, si je ne le sais pas, je vous le dirai. Pour commencer, en fait, moi, ce qui m'a fait m'intéresser à la pollution numérique, ça a commencé au début du confinement de l'année passée. J'étais à l'époque responsable des communications numériques d'une ESBL. Donc, je passais mon temps sur l'ordinateur tout le temps, puis ça s'est accentué avec le confinement. Et j'ai vu passer quelques articles sur la pollution numérique, puis c'est là où je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je me renseigne là-dessus. Je commence à être pas mal au courant de beaucoup d'enjeux environnementaux, mais pas de celui-ci. Puis, en me renseignant au premier abord, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, quand on parlait du numérique,
on en parlait exclusivement sous le prisme de ses effets positifs. Donc, à l'échelle individuelle, le fait qu'en ce moment, on puisse avoir cette conférence, ça ne serait pas rendu possible sans le numérique. Moi, en tant que Française à Montréal, ça me permet d'appeler ma famille vraiment facilement et d'avoir des visioconférences avec eux également, d'avoir accès à de l'information de partout dans le monde, toute la journée, toute la nuit. Donc, tous ces aspects positifs-là où vous pourrez vous-même en trouver plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Puis, à l'échelle sociétale aussi, c'est reconnu comme étant très positif. Nos gouvernements et nos entreprises aiment à mentionner que c'est un levier de transition économique et sociale. Donc, ça permet de créer des emplois, créer de la croissance et de l'innovation, ce qu'on recherche beaucoup. Rien qu'au Canada, il y a quelques chiffres. Je pense que c'est la slide d'après. Je ne les connais pas par cœur. Ouais, c'est ça. C'est des textes là que je ne lirai pas à voix haute, ça va être un peu long, mais pour résumer, il y a au Canada, l'économie numérique fait partie des 10 secteurs qui ont le plus de valeur. Et rien qu'au Québec, ça emploie 150 000 personnes. Donc, c'est à peu près proche de 4% de la population active. C'est vraiment pas ridicule, c'est même très important. Puis, on voit de plus en plus des politiques favorables à l'implantation de nouvelles entreprises. Les universités essayent de développer toujours plus de cursus et de formation dans le secteur du numérique. Rien qu'à Montréal, il y a beaucoup d'entreprises d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, compagnies de jeux vidéo et tout ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'accroître ce secteur et puis de le rendre encore plus important qu'il ne l'est déjà. Au niveau environnemental, c'est la même chose. Dans les années 90 et 2000, on a vu le numérique débarquer et on a prôné à tout va ce qu'on appelle la dématérialisation. Donc, le fait de ne plus avoir du recours au papier, mais de tout numériser. Puis là, c'est ce qu'on connaît actuellement. Le papier est quand même très marginalisé dans nos usages. Et au niveau des innovations, on se dit que le numérique nous permet à faire ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a de plus en plus de smart grids, donc c'est des réseaux intelligents. On parle de smart cities, de villes intelligentes. Puis même dans mes recherches de cette conférence, j'ai entendu parler de smart farming, ce qui fait aussi du sens, mais comment faire du maraîchage et de l'élevage avec le plus d'efficacité énergétique possible. Donc, au premier abord, on se rend compte que jusqu'à présent, le numérique, c'était une opportunité économique et une solution écologique. Puis, quand on vient gratter un petit peu, puis là, c'est le but de cette conférence, malheureusement, tout n'est pas aussi rose. On découvre la pollution numérique, puis on peut se demander qu'est-ce que la pollution numérique. Donc ça, ce sera la page de présentation juste d'après. Donc ça sera ma première grande partie. La pollution numérique, c'est quoi en fait, quand on parle de ça? C'est assez simple, en fait, c'est la pollution qui est engendrée par toutes les nouvelles technologies. Puis pour calculer qu'est-ce que la pollution numérique, on prend tout le cycle de vie d'un appareil. Donc, ça va de l'extraction de la matière pour créer cet appareil jusqu'à cet appareil qui termine en déchet quelque part dans le monde, on verra où. Le numérique, en quelques chiffres, c'est 4,1 milliards d'utilisateurs dans le monde et 34 milliards d'appareils. Donc, c'est assez énorme. Et jusqu'à il y a 15 ou 20 ans, c'était majoritairement des ordinateurs et des téléphones portables. Puis maintenant, en fait, ce qui a explosé, c'est tout ce qui est objets connectés. Que vous devez sûrement avoir chez vous. Donc, la liste en fait, 34 milliards d'appareils dans le monde, moi, ça m'avait vraiment choqué comme chiffre. Puis, quand on voit le détail de tout ce que ça implique, finalement, ce n'est pas si surprenant. C'est tous les boîtiers de télévision, les box Internet, les consoles de jeux vidéo, les appareils photo, le GPS dans la voiture. Puis, au niveau plus sociétal, c'est les caméras de surveillance, les écrans de publicité dans la rue. Bref, vous pouvez comprendre que ça arrive très rapidement à 34 milliards d'appareils. Au niveau environnemental, ce que ça représente, ce chiffre, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, ça représente 4% des émissions de gaz dans le monde entier. Puis, on présage que ça va doubler d'ici 2025. Donc, 8% des émissions de gaz mondiales. Et ça serait équivalent à tout le trafic automobile mondial. Donc, même si on n'en a pas conscience, on commence à toucher du doigt que c'est quand même assez gros et même si on le palpe pas, c'est bien existant. Là, vous voyez quelques autres chiffres sur la slide. Il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi tout ce qui est consommation d'eau, notamment pour produire les équipements, puis tout ce qui est
qu'est-ce que j'ai mis comme chiffre là? C'est écrit en petit. Ouais, c'est ça, tout ce qui est déchets, donc l'utilisation de métaux, ça implique de l'extraction, mais ça implique aussi de gérer toutes ces tonnes de déchets. Et notamment au Canada et au Québec, on estime que c'est 40 kilos de déchets par an par personne. Donc, je vous laisse imaginer en termes de gestion des déchets, gestion des matières résiduelles, ce que ça implique. Et en fait, je vous laisse imaginer pour l'instant, mais j'y reviendrai après, ne vous inquiétez pas. Pour la slide d'après, voilà, c'est ça. Juste avant, c'est un petit point. Je vous ai juste mis des chiffres sur le Canada. Jean-François, si tu peux juste revenir à la slide précédente. Juste encore avant. Non, dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Non. Bon, écoutez, c'est des chiffres sur le Canada, mais c'est pour vous dire que au Canada, c'est souvent 2 fois la moyenne mondiale. Donc, c'est intéressant que nous, aujourd'hui, on s'y intéresse et qu'on en parle de plus en plus parce qu'on est loin d'être exemplaire, puis notre impact est plus important. Donc, si comment dire, notre amélioration va être plus impactante aussi. Il y a une phrase que j'aime bien pour terminer un peu cette petite introduction, c'est paradoxalement, plus on dématérialise, plus on consomme de matière. Ce qui ne semble pas forcément évident au premier abord, mais en fait, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, on essaye de tout miniaturiser, pardon. J'en perds mon français. Ça se voit rien qu'avec nos téléphones intelligents qui sont toujours de plus en plus petits. Il y a une donnée intéressante, c'est que il faut 80 fois plus d'énergie pour produire 1 gramme de smartphone qu'1 gramme de voiture. Donc, en fait, l'impact environnemental du numérique s'alourdit de plus en plus parce qu'on essaye d'avoir des outils de plus en plus performants, de plus en plus petits. Ça, on va y revenir également. Donc, moi, ma proposition, maintenant qu'on sait en gros que la pollution numérique existe, c'est pas génial. On va essayer de détailler où est-ce qu'elle se trouve exactement dans tout le cycle de vie des appareils, puis ça nous permettra de trouver où est-ce que notre impact pourrait être le plus grand pour agir. Ouais, la slide, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui pollue le plus particulièrement? En fait, c'est la fabrication. Avant de parler de nos usages, c'est ça. C'est 3/4 des impacts environnementaux du numérique avec la gestion de la fin de vie de ces appareils. Donc là, on voit le cycle de vie d'un ordinateur, par exemple, et c'est assez courant avec tout type d'appareil. Le cycle de vie, ça commence par l'extraction des matériaux et de la matière dont on a besoin pour construire un appareil. Ensuite, ces matériaux-là, on les transporte pour fabriquer des pièces détachées. Ces pièces détachées sont toutes transportées pour ensuite les assembler. Et une fois que le produit est assemblé et fini, on les transporte à nouveau dans le monde entier. Puis là, c'est vendu. Donc, on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes qui sont assez importantes. Ça implique aussi beaucoup de transport. Puis, comme vous le savez sûrement, le transport, pour l'instant, n'est pas décarboné et est très dépendant des énergies fossiles. Et donc, je pensais passer en revue toutes ces étapes du cycle de vie pour vous montrer il y a différents enjeux à chaque fois, différentes problématiques, puis à nouveau voir là où nous, on peut avoir un impact. Donc, en premier lieu, il y a l'extraction de métaux. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Je n'ai pas l'habitude de parler pendant 1 heure toute seule devant un écran, donc il n'y a vraiment pas de problème. L'extraction de métaux, c'est parce que pour, par exemple, créer votre téléphone intelligent, il faut à peu près 70 matériaux différents et 50 métaux différents. C'est une tendance qui s'accroît de plus en plus. Il y a 10 ans, nos téléphones portables ne contenaient qu'une vingtaine de métaux, puis maintenant, on est passé à 50 à 70. Donc, à l'image juste avant, Jean-François, il y avait justement le détail, voilà, c'est ça, tous les matériaux qui composent un smartphone. Vous voyez la liste pour peut-être les personnes qui sont un peu plus spécialisées en chimie. Ce n'est pas mon cas, donc sur cette slide-là, ça vous donne de l'info, mais ne me posez pas de questions sur chacun de ces matériaux-là. Parmi ces métaux, il y a ce qu'on appelle les terres rares, qui, comme son nom ne l'indique pas, elles ne sont pas rares, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que leurs extractions sont très difficiles et coûteuses. C'est un impact environnemental très lourd d'extraire ces métaux-là. Donc, d'une part, l'extraction est polluante. Il y a des rejets toxiques dans l'eau, dans l'air et dans les sols. Voilà, exactement. Là, on voit une mine d'extraction de terres rares. Et comme on peut le voir ici, j'ai plus la légende, un pays d'Afrique dont je ne me souviens pas parce que c'est trop petit sur mon ordinateur, mais là, vous le voyez. L'enjeu, c'est aussi qu'on délocalise cette pollution-là. Les terres rares sont quasiment pas en fait extraits dans les pays occidentaux.
Et ça implique, au-delà de l'environnement, des conditions de travail très mauvaises, des enjeux, comme vous en doutez, sanitaires, humains, mais aussi géostratégiques. Et ce n'est pas sous-estimé dans notre utilisation du numérique. En petit exemple, la Chine, elle dispose d'un tiers des terres rares sur ses terres, mais au-delà de ça, elle en contrôle 80% dans le monde. À l'heure actuelle, nos téléphones intelligents, tous nos outils connectés, on ne sait pas faire sans ces terres rares. Il y a peu de chances qu'on sache le faire sans ces terres rares. Donc, c'est un enjeu à garder en tête. Puis, il y a aussi celui de l'approvisionnement. Ces ressources s'amoindrissent, elles ne sont pas renouvelables, ou en tout cas sur un temps très, très, très long, on ne sera plus là pour le voir. Et vu que notre consommation ne cesse d'augmenter et que nos ressources diminuent, ça, c'est un enjeu qu'on va avoir à un moment donné, de se poser la question, comment on fait? Et on y reviendra. Les terres rares, c'est hyper intéressant. Là, c'est un petit peu survolé. Vous avez les éléments principaux, mais si ça vous intéresse d'approfondir ce sujet, c'est l'auteur Guillaume Pitron qui est assez recommandé sur ce sujet-là. Il a notamment écrit l'ouvrage La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. En fin de présentation, normalement, j'ai une slide avec quelques ressources, dont celle-ci. Donc, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous pourrez le renoter dans un second temps. Et pour ceux qui sont plus visuels, ou moins lecture en tout cas, il y a 2 documentaires que moi, je n'ai pas eu encore l'occasion de regarder, mais qui sont particulièrement recommandés. Il y en a un de Radio-Canada qui s'appelle La sale guerre des terres rares. Puis un autre de Arte, la chaîne européenne, qui s'appelle Terres rares, la high-tech, à quel prix? Donc voilà, pour les curieux, des petites ressources. Ensuite, en autre infrastructure nécessaire pour soutenir cette économie du numérique, c'est les câbles sous-marins. J'ai découvert cette information en préparant la conférence. J'ai assez halluciné en fait de découvrir que pour supporter ce réseau numérique, on parle du cloud, c'est un peu dans les nuages, dans l'air, on ne sait pas trop où. En fait, c'est vraiment très tangible. C'est sous les océans, 300 câbles sous-marins qui font circuler toutes les données numériques entre les différents continents. Là, vous voyez en effet la carte de tout ce réseau-là. Moi, ça m'a fait penser à une carte routière. En fait, j'étais vraiment surprise de voir ça. Et comme vous vous en doutez, l'installation et le fonctionnement de ces câbles est très énergivore. Puis, je n'ai pas spécialement vu cette information en le cherchant, mais je me doute que installer 300 câbles océaniques partout dans le monde, niveau impact sur la biodiversité marine, ça ne doit pas être génial non plus. Donc, c'est ça pour les câbles sous-marins. Puis, pour d'autres styles d'infrastructures que vous connaissez sûrement, c'est les data centers, donc les centres de données. En quelques mots, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les data centers, c'est des endroits physiques, des bâtiments sécurisés où en fait sont stockées, traitées et transférées toutes nos données. Donc il y en a 4500 dans le monde. Là, vous en voyez des exemples en photo. C'est quand même des bâtiments assez imposants. Et dans ces 4500 serveurs dans le monde, data centers, justement, il y a 45 000 serveurs. En fait, tout ce qu'on fait sur Internet, ça passe par les data centers. Donc, on achète en ligne, on va sur les réseaux sociaux, on recherche des infos sur Google, tout passe par ça. Là, on voit l'intérieur d'un data center avec, en fait, c'est juste une enfilade de serveurs qui fonctionnent, bien sûr, H24 et 7 jours sur 7 en continu. Donc, la pollution plutôt la construction de ces bâtiments-là est très polluante et très énergivore. Et leur fonctionnement est énormément énergivore parce qu'ils fonctionnent non-stop. Puis, je voulais donner un dernier exemple pour vraiment marquer l'idée que la pollution numérique, enfin que le numérique est très tangible et n'est pas dématérialisé comme on peut le croire. C'est aussi soutenu par exemple, les satellites dans l'espace. Donc, on va du fond des océans pour... moi, je dis fond des océans. C'est peut-être pas dans le fond du fond, mais vous m'avez compris. On va des océans aux satellites dans l'air, à ces infrastructures sur Terre. Donc, on peut bien parler de mythe de la dématérialisation au niveau de la fabrication, en tout cas. J'espère que jusqu'à présent, c'est clair. Je vais poursuivre. L'étape d'après dans le cycle de vie de la fabrication, c'est la consommation. Ça, je me suis dit que... Parfait, merci.
La consommation, je vais y revenir dans un second temps parce que je trouvais intéressant de parler de notre impact, de notre consommation, en même temps que de proposer des pistes de solutions, puis d'apporter des bonnes nouvelles dans tout ça. Mais je voulais juste faire un petit point sur le fait qu'on soit en confinement et la Covid notamment, parce que je pense que beaucoup de gens se demandent est-ce que ça a changé quelque chose à notre impact du numérique, cette situation-là? Puis, en faisant mes recherches, moi, j'ai pensé en fait au premier abord que ça avait forcément augmenté l'impact du numérique parce qu'on est tout le temps sur nos ordinateurs et qu'on est tous en télétravail, que vous, les étudiants, vous êtes aux études à distance, j'imagine, la plupart du temps. Finalement, le tableau n'est pas si noir. On se rend compte qu'en moyenne, on utilise des équipements un peu moins puissants chez nous que si on était au bureau ou dans certaines infrastructures un peu mieux équipées. Et puis, il faut inclure notamment le fait de ne pas se rendre sur son lieu de travail en transport, donc d'utiliser des énergies fossiles pour se déplacer. C'est certain que notre usage a augmenté, ça a été quantifié. Et peut-être le plus gros problème, c'est que c'est notre usage des vidéos qui a augmenté. Ça, on le verra après. Mais finalement, dans la balance, en fait, ça s'équilibre pas mal. Donc, pour les curieux, ma réponse, c'est que oui, ça a augmenté à certains endroits, notre pollution numérique, mais ça a diminué à d'autres. Donc, finalement, la Covid n'a pas tant accentué le problème, d'autant plus que, comme on vient de le voir, la pollution vient surtout de la fabrication et pas autant des usages. Donc voilà, la petite parenthèse refermée. On pourrait revenir là-dessus aussi si vous voulez tout à l'heure. Donc là, on a vu fabrication, consommation, puis à la fin, c'est la fin de vie, donc les déchets numériques. C'est une problématique à l'échelle mondiale. On a vu le chiffre tantôt de 40 kilos par personne par an au Canada et au Québec. C'est plutôt 20 kilos pour le reste du monde. Et le problème de ces déchets numériques-là, c'est qu'il y a peu de solutions à cette problématique. La première qui nous vient sûrement tous en tête, c'est le recyclage, en fait. Et finalement, malheureusement, encore une mauvaise nouvelle, mais le recyclage, c'est vraiment pas idéal dans ce cas-là. Il y a seulement 20% des équipements électroniques et électriques qui sont pris en charge par la filière du recyclage. Les 80 autres % font l'objet d'un trafic mondial et illégal, en fait. Donc, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même assez intéressant puis assez inquiétant. Donc, il y a d'un côté le 20% qui est pris en charge. Ça reste pas idéal. Même ces 20% qu'on arrive à prendre en charge, il y a d'autres problématiques qui se posent. C'est notamment le fait que nos appareils, comme on l'a vu, c'est des appareils de petite taille. Les composantes à l'intérieur sont également très petites. Et en plus, il y a des alliages, donc des assemblages, des mélanges de métaux et de matières qui finalement les rendent très difficiles à recycler parce qu'on a du mal à identifier les métaux, on a du mal à les séparer, puis à les récupérer. Je vois qu'il y a une question, puis ça ne me dérange pas de la prendre maintenant si... C'est juste un petit commentaire parce que j'ai déjà vu une analogie là-dessus. C'est comme si quelqu'un te donnait un gâteau, OK? Puis que il demandait de retrouver les éléments qui ont été mis dans le gâteau, comme d'avoir de la farine puis des œufs. C'est assez spécial. Exactement. J'aimerais bien piquer de son idée pour une prochaine fois. C'est une très bonne comparaison. Ouais, c'est exactement ça. Donc finalement, même qu'on arrive à rendre l'objet jusqu'au circuit de recyclage, on n'arrive pas à récupérer beaucoup de tant de matière que ça. Puis il y a certains métaux qui sont très durs à recycler. Le taux de recyclage est parfois inférieur à 1%. Au-delà de ça, si on s'extrait un peu en dehors des impacts écologiques, il y a aussi tout l'impact sur le fait que c'est très toxique et que c'est dangereux pour la santé, donc quand même à prendre en compte. Puis quand finalement cette filière légale n'a pas réussi à recycler ces éléments-là, ça finit enfoui ou incinéré selon le modèle de gestion des déchets de la ville ou de la région. Dans tous les cas, c'est vraiment pas très bon pour l'environnement. C'est encore un autre sujet, enfouissement et incinération, mais si vous faites vos recherches, vous verrez qu'en termes de pollution des sols, de la nappe phréatique ou de l'air, c'est encore des enjeux vraiment très importants. Donc, c'est ça. Il y a la filière de prise en charge qui est vraiment pas idéale, mais à côté de ça, il y a les 80 autres % qui ne sont pas pris en charge par la filière conventionnelle, on peut dire. En fait, là-dessus, on se rend compte très rapidement en faisant des recherches qu'il y a un énorme manque de transparence, puis on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur ils vont où ces 80 autres %.
qu'est-ce qui se passe à un moment donné, comment ça part ailleurs. Finalement, ce qu'on sait, c'est que la majorité des équipements sont exportés illégalement vers l'Asie et l'Afrique, et ça crée des décharges à ciel ouvert qui, à nouveau, polluent leur sol, leur air et leur nappe phréatique. Il y en a certains qui essayent de recycler les appareils qu'ils reçoivent. La plupart du temps, c'est des appareils complètement désuets qui n'ont plus de réemploi possible. Donc, dans les slides juste avant, il y avait des photos, je pense que vous l'avez vu passer pendant que je parlais peut-être, de justement ces décharges à ciel ouvert qui sont délocalisées, dont nous, on n'a pas idée, mais c'est bien nos équipements qui se retrouvent là-bas. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, à nouveau, des petites ressources. Il y a le documentaire qui s'appelle La tragédie électronique. Et puis, il y a une semaine, je pense que c'est Le Devoir qui a sorti un article, une forme d'enquête sur ce commerce illégal-là. Finalement, pour dire pour dire la même chose que ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un énorme manque de transparence et donc c'est très difficile de comprendre où est-ce qu'il y a un problème puis comment améliorer la situation. Mais je vous invite quand même à le lire. Il y a 1 ou 2 articles qui est sorti sur le sujet qui étaient vraiment intéressants. En petit aparté, il y a une question, allez-y. Oui, ben, je me demandais, en fait, au Cégep de Terrebonne, on a la technique de design industriel. Puis là, si je vous comprends bien, c'est qu'il y aurait comme quelque chose à penser dans l'éco-conception à la base. Est-ce que c'est une solution vers laquelle vous en allez? Oui, l'éco-conception, totalement. Je vais le mentionner. Moi, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais c'est un point très important à l'échelle individuelle et sociétale d'aller vers ces mesures-là, définitivement. La fin de vie, comme vous vous en doutez, elle est souvent accélérée par ce qu'on appelle l'obsolescence. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il y a l'obsolescence programmée. Donc, ça peut être le fait que les producteurs vont faire en sorte que leurs appareils s'abîment plus rapidement, se détériorent plus rapidement pour qu'on en rachète des nouveaux. Mais finalement, l'obsolescence programmée, ce n'est pas forcément une décision consciente on peut dire, de casser l'appareil en cachette, puis qu'à un moment donné, il s'éteigne tout seul. Mais c'est aussi le fait qu'il soit impossible à réparer, qu'il soit incompatible, d'avoir des nouveaux logiciels à télécharger, puis qu'il faille acheter un nouveau téléphone pour avoir la dernière mise à jour. Le fait qu'il soit fragile aussi, ça augmente l'obsolescence programmée. Puis, il y a tout un autre aspect d'obsolescence psychologique. Donc là, c'est tout ce qui est la publicité qui va nous créer des nouveaux besoins ou plutôt des nouveaux désirs. Aussi, les rabais font partie de cette obsolescence psychologique. Voir un appareil qui est moins cher alors que l'autre fonctionne encore, c'est quand même tentant quand il est meilleur ou en tout cas plus récent. Sur la question de l'obsolescence programmée, on pourrait en parler aussi longtemps. Puis, j'ai vu une infographie qui est super bien faite et en fait, il aurait fallu juste que je la synthétise pour couvrir le sujet. Donc, je vais vous l'envoyer puisque je ne peux pas partager mon écran. Je vais vous le mettre dans le chat. Je vous invite à le consulter après la conférence, également. Mais c'est une infographie qui retrace toute l'histoire de comment on en est arrivé à l'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est exactement, puis les solutions pour y remédier. Voilà pour ce contenu un peu dense de première partie de qu'est-ce que la pollution numérique, où est-ce qu'on la trouve, puis tous les enjeux qui y sont impliqués. Là, il y a justement un petit résumé des impacts. Moi, je sais que quand on parle de milliers de tonnes de CO2, ça ne me parle pas vraiment. Je me dis, oh, ça ne doit pas être super, mais je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Donc, j'aime bien les petites infographies comme ça, où on peut visualiser, s'imaginer concrètement qu'est-ce que c'est. Donc, le numérique mondial en 2019, quand on voit que c'est 3,6 milliards de douches, moi, ça me parle plus qu'en milliers de tonnes. Voilà. Je vous laisse regarder ça 2 petites secondes. C'était pour imager cette première partie. Donc, là, on vient de voir tout le constat qui est en environnement jamais très positif et jamais très agréable à entendre. Et heureusement qu'il y a toujours cette deuxième partie où on aborde les solutions. Il y en a énormément pour le numérique, autant à l'échelle individuelle que collective. Donc, j'essaie quand même que pour que vous puissiez repartir avec des petits outils et des petites habitudes à mettre en place là juste après. Je vous en propose certains.
Mais après, si vous êtes intéressé de diminuer votre propre impact, je vous invite à regarder sur Internet. Il y a énormément de ressources qui donnent plein de, en fait, des petits gestes à adopter au quotidien. La première solution qui est nécessaire avant de mettre en place les autres, c'est de prendre conscience de l'existence de la pollution numérique et de se questionner sur sa propre consommation. Donc, j'espère qu'avec cette conférence, c'est déjà fait. Normalement, on a un bon point de départ là-dessus. Mais c'est qu'en fait, comme d'autres secteurs d'activité, comme d'autres industries, si vous êtes un peu conscientisé en environnement, vous allez essayer de réfléchir à comment diminuer l'impact de votre alimentation, peut-être manger plus local. Vous allez essayer de diminuer vos déchets avec toute la mouvance zéro déchet, donc acheter en vrac et diminuer le plastique. Finalement, le numérique est un peu mis de côté là-dedans. On oublie qu'on peut aussi agir là-dessus au quotidien et que le numérique représente une forme de surconsommation. Donc, on surconsomme des vêtements, on va essayer d'en acheter moins, on surconsomme, je ne sais pas, peut-être trop d'avions. Le numérique, en fait, il faut que ça devienne un peu la même réflexion. On surconsomme du numérique. Donc, voilà, première base. Ensuite, comme on l'a vu, ce qui est le plus polluant, c'est l'impact de la fabrication et de la fin de vie. Donc, c'est là où nous, on peut agir en premier lieu pour être certain que notre impact est le plus fort. Comment réduire le poids de la fabrication et de la fin de vie? C'est tout simplement de ne pas acheter de nouveaux équipements. Donc, déjà, c'est se poser la question, en ai-je vraiment besoin? Limiter le superflu dans nos appareils. Puis aussi, comme on l'a vu, en fait, c'est tout ce qu'on vient de dire sur l'obsolescence programmée et l'obsolescence psychologique. Bloquer les publicités au maximum, essayer de ne pas les voir, de les bloquer sur son ordinateur, etc., pour limiter les envies un peu compulsives d'achat. Un autre point, il y a aussi le fait d'allonger la durée de vie de nos équipements au maximum. On a tendance à peut-être ne pas en prendre super soin ou dès qu'il y a un petit problème, se dire je vais en racheter un autre. Finalement, c'est possible de les réparer, de les faire tenir quelques années de plus. Donc ça, c'est aussi important. Et lorsqu'on a vraiment besoin d'un équipement, ça arrive. Dans ce cas-là, privilégier les matériels de seconde main ou le matériel reconditionné. Il y a différentes plateformes qui le permettent. Pour le seconde main, vous connaissez sûrement Kijiji ou Marketplace. Ça fonctionne avec le numérique comme avec la super table pour son salon. Un autre point que je voulais donner, là c'est un peu une liste longue, mais si vous pouvez en piocher quelques-uns, ça ferait vraiment une différence. C'est privilégier du matériel qui est facile à réparer. Ça, c'est pas le point le plus facile parce que ça dépend pas vraiment de nous. C'est plutôt au niveau des producteurs. Puis au-delà de ça, on n'a pas forcément la connaissance technique pour savoir qu'est-ce qui est le plus vertueux à acheter. Mais c'est quand même un point à garder en tête lors d'un nouvel achat. Et puis, même si je parlais des limites du recyclage et des problèmes avec cette filière-là, en fin de vie de votre matériel, c'est quand même important d'essayer de trouver les bons endroits où les jeter. On ne jette pas ça dans sa poubelle normale, sinon c'est certain que ça part dans l'enfouissement ou l'incinération, puis on veut garder notre chance d'être dans les 20% qui sont pris en charge. Il y a le site de Recycle Québec que je vous recommande. Comme avec tout type de déchets, il y a des maps où on sait où déposer notre matériel au bon endroit, etc. Puis en fait, il redirige vers l'association pour le recyclage des produits électroniques. Donc là, vous trouverez plein d'infos sur ces deux sites-là. Un autre impact qui est très lourd, comme on l'a vu par rapport au confinement à la Covid, c'est le streaming vidéo. Puis ça, je n'étais pas tant au courant, ça m'a fait vraiment réfléchir moi, sur ma consommation. Juste le streaming vidéo, ça représente 1/5 de l'ensemble des émissions de carbone liées au numérique. Normalement, Ouais, c'est ça. Là, on voit sur cette slide des équivalences à nouveau. Moi, ça m'aide à me rendre compte un peu de l'ampleur des dégâts. Des équivalences de quand je regarde tel film sur Netflix, à quoi ça correspond exactement comme impact. C'est assez énorme, en fait. Donc, la première solution à mettre en place, c'est à nouveau repenser nos usages, en fait. Se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder ce film sur Netflix à nouveau? Surtout qu'en général, on ne le regarde que d'un œil, quand ils ne sont pas bons, en tout cas. Mais c'est aussi simple que ça. C'est se dire, est-ce que je ne pourrais pas écouter de la radio, faire autre chose? Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il y a peut-être
ne pas forcément écouter de musique sur YouTube parce qu'on n'a pas besoin de la vidéo et ça consomme donc pour rien. Il y a limiter les visioconférences. Je sais que maintenant, avec mon employeur, on essaye au maximum de se téléphoner. Il y a de temps en temps, bien sûr, qu'on a envie de mettre la vidéo et que c'est bien plus convivial, mais en tout cas, on peut s'envoyer des messages et se téléphoner plutôt que de toujours être sur Skype, sur Zoom et autres. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai proposé d'éteindre les caméras et de les rallumer pour la partie plus conviviale après. Pour tout ce qui est jeux vidéo, il y en a sûrement certains d'entre vous qui sont intéressés par ce sujet-là, tout simplement passer en mode hors ligne lorsque c'est possible, ça consomme beaucoup moins. Il y a la solution de baisser la résolution des vidéos. Là, comme vous pouvez le voir sur la slide, je ne sais plus où j'ai trouvé cet exemple, donc merci à la référence, mais que je ne peux pas vous donner. C'est une plateforme de streaming, donc OCS, je pense que vous connaissez, qui indique sur le côté, lorsqu'on regarde la vidéo, qui donc propose, un peu comme toutes les plateformes vidéo, de mettre la qualité de la vidéo en minimum ou en maximum. Mais ce qui est intéressant, eux, c'est qu'ils ont rajouté le ratio. Qu'est-ce que ça change en fait dans notre consommation du numérique? Là, pour moi, c'est écrit en trop petit, mais dans mes souvenirs, si on se met en minimum, ça réduit de 70% notre empreinte lors du visionnement de cette vidéo. Donc, c'est finalement des efforts pas si importants à faire, à moins qu'on ait envie de voir un super film de super bonne qualité. Là, je vous dirais, si on peut aller au cinéma en ce moment, on peut peut-être le faire. Mais souvent, on regarde des vidéos où c'est surtout le contenu qui nous intéresse. Par exemple, j'espère que si des gens revisionnent cette conférence, ils n'ont pas besoin de voir ma face en train de parler, puis ils pourront très bien soit couper la vidéo, ça va être difficile, mais en tout cas baisser la qualité, parce que c'est le contenu qui est intéressant. Et puis, en autre astuce pour les vidéos, parce que c'est vraiment ce qui est le plus lourd dans notre consommation, il y a le logiciel Carbonalizer. Je vais vous le mettre parce que je ne peux à nouveau pas partager mon écran, puis je voulais vous le montrer. Le chat est par ici. Voilà. Ça, c'est un outil, un logiciel qui a été développé par le Shift Project, dont je vous parlerai plus tard, que je vous présenterai plus tard. Mais c'est une extension de navigateur que vous pouvez installer. Et en fait, lorsque vous l'activez, ça vous indique sur votre écran en temps réel, ça rend visible, comme ils disent, ce qui est invisible. Donc, ça va vous dire, là, ça fait 1 heure que vous êtes sur Internet, vous êtes allé particulièrement sur ces sites-là, et ça représente tant en consommation. Donc, pour prendre conscience de sa consommation, ça peut être pas mal que c'est ça, rendre visible l'invisible. Pour continuer dans les bonnes pratiques, au niveau d'Internet, vous en connaissez plein, je suis sûre. En petites astuces assez rapides, il y a le fait d'éviter d'utiliser la 4G quand on peut utiliser la Wi-Fi, le Wi-Fi, je ne sais jamais. La 4G, en fait, ça consomme 23 fois plus d'énergie que le Wi-Fi. À l'heure actuelle, par exemple, moi, vu que j'ai une coupure d'Internet, je suis passée sur la 4G. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est pas une bonne mise en pratique pour aujourd'hui. Pour les recherches Google, chaque fois qu'on fait une recherche Google, ça émet du CO2. Donc, idéalement, mettre en place des favoris sur son ordinateur ou aller rechercher dans son historique des sites sur lesquels on est déjà allé. Parce que finalement, on se rend compte qu'on va tout le temps sur les mêmes sites Internet. Ça ne sert à rien de taper Facebook sur Google. On le sait, on peut taper l'URL directement dans notre barre. Et mine de rien, ça a un impact fois le nombre de millions, sûrement milliards de recherches qu'on fait. C'est pas anodin. J'ai encore plein d'autres exemples, mais je pense que vous en avez déjà pas mal. Je pourrais vous en donner d'autres après si ça vous intéresse, mais on va aussi essayer de parler d'autres choses. En dernier point que je voulais aborder, c'est quand on n'utilise pas nos appareils, ça consomme quand même, c'est important de le savoir. Donc, déjà, la mise en veille, il faut vraiment éteindre ces appareils parce que le mode veille consomme entre 20 à 40% d'énergie. Ça, je l'ai découvert aussi, une information qui m'a choquée, donc maintenant je fais vraiment attention. En fait, essayer d'éteindre sa box Internet, sa télévision, etc., qui soit branchée, même pas utilisée, ça consomme. Donc, ça demande vraiment pas grand-chose que d'appuyer sur, débrancher la prise, éteindre la multiprise, puis ça fait la job. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment non exhaustif comme liste parce qu'il y en aurait énormément à donner.
Mais justement, je pense que c'était Geneviève qui parlait d'éco-conception. Je vous recommande un document PDF qui s'appelle les 115 bonnes pratiques en éco-conception web. Je vais vous mettre le lien à nouveau. Je ne suis pas sûre de l'avoir mis à la fin de la conférence. Et quelqu'un suggère Ecosia. En effet, exactement, je l'ai un peu évincé pour passer à autre chose, mais utiliser des moteurs de recherche qui essayent d'avoir un objectif environnemental et social, c'est aussi mieux que peut-être Google. Je ne veux pas taper sur des noms en particulier, mais Google, on peut un peu taper dessus. Donc, c'est ça. Pour l'éco-conception web, moi, je ne pourrais pas vous en parler plus. Ce n'est pas du tout mon domaine. Mais la ressource que je vous ai envoyée est très complète et faite par des experts dans le sujet. Donc, je vous la recommande vraiment pour ceux qui sont dans ce secteur-là ou qui s'y intéressent. Voilà, les slides ont beaucoup bougé. Je pense qu'on peut remonter un tout petit peu. Je vais juste boire une gorgée d'eau avant de aborder la troisième partie, qui est aussi la dernière. Voilà, désolée. Donc là, je pense qu'on a un bon point de départ sur tout ce qu'on peut combattre au niveau de la pollution numérique, puis à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière plus ou moins simple selon notre situation, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Malheureusement et heureusement, non, pas heureusement, juste malheureusement, comme pour tous les enjeux environnementaux, c'est vraiment important de savoir que l'échelle individuelle, elle est importante. C'est important qu'on fasse tous comme on dit de notre part, mais elle ne suffit pas. Qu'on soit les plus vertueux possible à l'échelle individuelle, si on va dire que le système, mais si les modes de production, si certaines lois ne sont pas mises en place, finalement, l'impact est trop minime pour résoudre les enjeux environnementaux et climatiques qu'on connaît. Donc, c'est un peu la mauvaise nouvelle de nous tout seuls, on ne peut pas le faire, mais nous tous ensemble, on a des pistes de solutions qui sont aussi vraiment intéressantes. Puis celle-ci, en tout cas la plus impactante pour la pollution numérique, c'est la sobriété numérique. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la conférence, qui était un peu, divulgacher la fin de la conférence, mais en tout cas. Je vais passer une petite partie que je pourrais voir avec vous en question, mais pour être sûr de respecter les délais. La sobriété numérique, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, en fait, c'est de réfléchir collectivement en tant que société à nos besoins. Donc un peu comme ce qu'on s'est dit à l'échelle individuelle, réfléchir à est-ce que c'est superflu, qu'est-ce qu'il nous faut absolument conserver. On sait qu'à l'heure actuelle, notre consommation de biens et donc énergétique, elle n'est pas soutenable. On fonce un peu droit dans le mur et à un moment donné, en tant que société, on va devoir mettre de côté certaines choses et se passer de certaines choses. Donc, comme pour d'autres choses, le numérique, c'est la même chose. Vaut mieux décider collectivement de ça, on conserve, ça, on n'en a plus besoin, c'est superflu, plutôt que la situation climatique et environnementale nous l'impose, en fait. Donc, c'est plutôt faire des choix avant que ces choix-là nous soient imposés. On se rend compte que dans la hausse des usages du numérique, là où c'est en train de doubler, d'exploser, souvent, c'est des usages de loisirs. Donc, peut-être qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on peut essayer de conserver les usages nécessaires? J'imagine qu'il y en a énormément. En médecine, par exemple, le numérique, on en a besoin. C'est quand même important. On ne jette pas tout du numérique. Et peut-être se restreindre plus sur tout ce qui est loisirs et divertissement. Et les vidéos de chat, c'est le fun, mais peut-être qu'on peut s'en passer et trouver d'autres choses. Il y a un autre point que je voulais en fait juste mentionner, que je trouve très intéressant, c'est le numérique et la pollution numérique. Ça nous pousse à nous questionner sur la notion de progrès et à nous questionner sur qu'est-ce que vraiment le progrès. Est-ce que passer de la 3G à la 4G à la 5G, c'est le progrès? Est-ce que tous les objets connectés qu'on développe, c'est le progrès? Il y a Jean-Marc Jancovici qui est dans le Shift Project, ou à nouveau, je vous le présenterai après dans son contexte. Mais il disait une chose intéressante, c'est qu'en fait, on a un problème, nous les humains, c'est que quand on sait faire quelque chose, on va le faire. On a la technologie pour développer des appareils et des outils complètement inutiles, mais parce qu'on sait le faire, on est incapable de se restreindre et de dire bon, on sait qu'on sait. Non, on va jusqu'au bout. Donc c'est peut-être ça, la notion de progrès, c'est assez intéressant, puis d'un point de vue philosophique aussi, c'est intéressant. Et en autre point de questionnement que je voulais juste
apporter très rapidement, c'est que nos gouvernements et les entreprises valorisent énormément l'innovation technologique, comme on l'a vu. On en parle beaucoup, mais finalement, on se rend compte qu'il y a des innovations politiques et sociales qui sont hyper importantes. Rien que le fait d'avoir une discussion collective sur quels sont nos besoins, quels sont nos usages du numérique, on n'a pas cette discussion-là. Puis ça serait une innovation politique incroyable que d'arriver à mettre en place les structures de débat et de réflexion là-dessus. Donc, moi, je propose qu'on essaie d'innover différemment et peut-être mettre les innovations technologiques un peu de côté, en tout cas pour la plupart de leurs usages. Pour en revenir plus spécifiquement à la sobriété numérique, ce que ça implique, c'est de concevoir des services numériques plus sobres et de modérer ces usages du numérique, donc à l'échelle collective et individuelle. Il y a une citation que j'ai conservée d'un rapport du Shift Project dont je vais enfin vous parler. C'est déployer la sobriété numérique, c'est faire des choix afin de préserver les apports essentiels du numérique. En fait, c'est le résumé de ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant 5 minutes. J'aurais dû lire cette phrase directement. Le Shift Project, très rapidement, pour ceux que ça intéresse, et je vous recommande d'aller fouiller après là-dessus, c'est un groupe de réflexion, un think tank, je pense, français à l'origine, et qui réfléchissent à décarboner toute notre économie. Donc, ils produisent de la donnée, ils produisent des nouveaux rapports, mais aussi ils font de la sensibilisation et du lobbying pour décarboner plusieurs industries, dont le numérique. Puis, je vous recommanderai après, ils ont fait un rapport spécifiquement sur la sobriété numérique. C'est principalement les éléments que je vais reprendre. Donc, comment mettre en place la sobriété numérique? Déjà, c'est prendre en compte le coût environnemental des nouvelles technologies. À l'heure actuelle, quand on développe une nouvelle technologie, on se questionne surtout sur ses retombées économiques, parfois politiques, parfois un petit peu sociales. Mais finalement, s'il y a des enjeux environnementaux majeurs, on va très vite les mettre de côté, puis se dire que c'est très rapidement mis dans la balance avec l'économie, ça passe. En général, non, c'est pas du tout suffisant que de les évincer en se disant que l'économie va rattraper le coup. Donc, prendre en compte le coût environnemental, ça fait partie de la sobriété numérique. Ensuite, il y a lutter contre l'obsolescence programmée, qui peut se faire à l'échelle collective, à l'échelle politique, et démocratiser la conception responsable. Donc là, on a vu un outil d'éco-conception, mais ça devrait être fait de manière bien plus globale au niveau de tous les producteurs. Faire du réemploi autant que possible, c'est aussi ce qui est prôné par la sobriété numérique. Donc, pour diminuer en fait la part de la fabrication dans l'impact du numérique. Et ce qui est intéressant dans la sobriété numérique, ce que j'ai envie de retenir, c'est que les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer. Nous, on peut éteindre nos multiprises, effacer nos courriels, se désabonner de nos infolettes, il faut le faire, c'est super. Mais il faut que ce soit accompagné de politiques qui font des campagnes d'information pour que justement ces informations-là soient plus démocratisées, que les gens en aient plus facilement conscience. Il faut des régulations techniques de design. Il faut aussi que les producteurs et les multinationales soient limités dans leur développement de nouveaux produits. Et surtout, les pouvoirs publics ont, d'après moi, le rôle, pas que sur ça, mais notamment, de mener des débats de société sur nos choix technologiques. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la 5G, mais ce qui était intéressant, au-delà du point de vue technique, c'est que la 5G a posé énormément de problèmes et beaucoup de crispations sur le fait que les personnes n'ont pas été consultées, que ça a été déployé. C'est ça, sans l'avis, sans savoir est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on en veut, etc. Donc ce point-là, plus démocratie dans cet enjeu-là est hyper important. Donc pour la sobriété numérique, si vous voulez en savoir plus, comme je disais, le Shift Project fournit énormément de données très intéressantes, notamment une feuille de route pour mettre en place cette sobriété qui s'appelle « Déployer la sobriété numérique ». Si vous voulez lire plus en détail, je vous le recommande. Et puis, il y a également un ouvrage de Frédéric Bordage qui s'appelle « Les clés pour agir ». Je pense que c'est « Les clés pour agir, la sobriété numérique », tout simplement. Et en dernier point que je voudrais aborder, là c'est un peu dense, j'espère que vous retenez des trucs. Je suis désolée de passer aussi vite sur autant de notions hyper importantes et hyper intéressantes. Il y a la sobriété numérique, puis en application de cette sobriété numérique, il y a ce qu'on appelle les low-tech. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, donc je vais essayer de résumer rapidement ce que c'est.
Mais à nouveau, ça pourrait être l'objet d'une conférence en entier sur juste ce sujet-là. Les low-tech, c'est une philosophie et une manière de développer des technologies. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu l'antagonisme de high-tech. C'est comme ça que c'est fondé le nom. Et développer les low-tech, ça essaye de répondre à beaucoup d'enjeux. Déjà, c'est diminuer l'impact environnemental des technologies et c'est d'éviter l'épuisement des ressources qu'on va rencontrer dans quelques décennies. Diminuer notre dépendance aux multinationales, qui peut être important dans certains cas. Et puis, bien sûr, résoudre le problème de pollution numérique. Donc, les low-tech, ce n'est pas seulement le numérique, c'est énormément d'usages différents. Et pour que vous ayez un peu plus une idée concrète de qu'est-ce que c'est, ils ont résumé avec, ils appellent ça la table des low-tech en 3 points, avec leur valeur et l'application concrète de ces low-tech. Donc, les low-tech, ça se veut utile dans le sens où, justement, ils veulent simplifier au maximum les objets qu'à l'heure actuelle, ils sont bien trop compliqués, il y a bien trop de métaux et de matériaux, puis ils ne répondent pas à des besoins essentiels. Donc là, ça revient à l'essentiel. Les low-tech essayent aussi de faire de la technologie qui dure dans le temps. Donc, c'est tout ce qui est un peu assez robuste. On essaie que ce soit réparable au maximum par tout le monde. On essaye d'employer les ressources et l'énergie, d'optimiser leur emploi. Et puis, bien sûr, de faire en sorte que ces ressources et cette énergie-là soient renouvelables et locales. Comme on l'a vu au début, au niveau du cycle de vie, c'est pas du tout local. Ça fait 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre magasin et d'arriver chez nous. Donc, les nouvelles technologies, c'est vraiment l'idée que tous, on essaye de développer des compétences là-dessus et de faire nos propres technologies, si je puis dire. Tous, peut-être pas, mais en tout cas, les personnes qui en sont capables. Le fait qu'elles soient réparables, adaptables, modulaires, comme on dit, ça permet qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Les low-tech espèrent que celles-ci soient réparées localement, plus facilement réparables et donc moins coûteuses. Et puis, comme je disais, l'intérêt, c'est aussi qu'il y a plus d'autonomie des populations pour développer les low-tech. Les connaissances sont relocalisées. À l'heure actuelle, on est incapable de produire quoi que ce soit de nos technologies. On n'a aucune idée la grande majorité de personnes n'a aucune idée de comment ça fonctionne et de comment le faire soi-même. C'est une dépendance qui peut poser problème à un moment donné. Donc, les low-tech essayent de répondre à cette question-là. Et puis là, en slide, vous voyez en fait un autre résumé de tout ce que les low-tech essayent de répondre. À nouveau, je ne peux pas partager mon écran, mais donc, je me disais que pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ce concept, je trouvais ça le fun de vous envoyer ça, ce petit lien, que je vous invite à regarder maintenant, d'ailleurs, si vous le souhaitez. C'est partagé par le Low-Tech Lab Montréal, donc c'est un groupe majoritairement d'étudiants en école d'ingénieurs, je pense, qui sont très curieux de la question, qui essayent de démocratiser ce nouveau concept. Et puis là, pour ceux qui sont sur le lien, vous voyez des usages en fait de qu'est-ce que c'est les low-tech. Alors en fait, ça peut être très simple, ça peut être utiliser une cloche plutôt qu'une sonnette électrique pour sonner. Ça ne demande aucune énergie, à part l'énergie humaine de faire le mouvement de la faire sonner. C'est vraiment revoir complètement la philosophie de simplifier, peut-être revenir à certaines technologies ou en tout cas à certains gestes qu'on connaissait. Puis dans les low-tech, il y a aussi des pratiques peut-être un peu plus qui relèvent un peu plus de l'ingénierie, mais de l'ingénierie avec le moins de ressources et d'énergie possible. Et à nouveau, il y a énormément de choses à dire, puis je suis aussi pas forcément la personne la mieux placée pour en parler, donc je vais vous donner quelques ressources sur les low-tech en particulier. En premier lieu, je vous recommande énormément l'ouvrage de Philip B. Weeks. Il a écrit L'âge des low-tech. C'est hyper intéressant de voir justement toute sa vision des technologies et du fait qu'on fonce un petit peu dans le mur et qu'il y a énormément de solutions très importantes à mettre en place. Il y a un magazine qui s'appelle Socialterre. Je pense qu'il est français, mais il y a sûrement moyen de le trouver ici. En fait, je réalise en vous parlant que c'est peut-être pas une ressource qui se trouve au Québec. En tout cas, c'est un magazine Socialterre. Ils ont fait un hors-série seulement sur les low-tech. C'est ultra qualitatif. Donc, si vous pouvez mettre la main dessus, je vous le recommande. Puis, en fait, vous trouverez de manière un peu contradictoire, mais sur YouTube,
en basse définition. Je vous recommande énormément de vidéos et de documentaires sur les low-tech. Il y a notamment Arte, la chaîne européenne, qui a diffusé une série documentaire Nomades des mers, que je n'ai pas encore vue, mais c'est des gens qui essayent de mettre en place le low-tech et qui se baladent partout dans le monde, donc en voilier, pour découvrir des nouvelles pratiques, rencontrer des populations qui, en fait, mettent en place les low-tech tout simplement parce que les nouvelles technologies n'ont pas encore pris toute la place dans les sociétés. C'est à peu près ça. En conclusion, je me dis que s'il y a un point que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le numérique n'est pas dématérialisé comme on peut le croire. Ça a des impacts très concrets, bien plus importants qu'on peut imaginer, et que c'est souvent prôné comme une solution aux enjeux environnementaux, mais qu'à l'heure actuelle, malheureusement, c'est finalement... ça rend plus difficile la lutte au changement climatique et ça crée de nouveaux problèmes. En petite conclusion, moi, j'avais le goût de vous envoyer cette vidéo. Je pense que c'est justement du Shift Project. C'est une vidéo ludique qui s'appelle « Cette vidéo réchauffe le climat ». Donc, je vous invite à la regarder juste après. C'est 2 minutes, hyper synthétique. Ça reprend en grande partie un peu tout ce que je vous ai présenté. Et puis, je me disais que vu que je m'adressais à un public plutôt jeune, non pas que je sois vieille, mais en tout cas, j'ai découvert en faisant mes recherches, j'en ai pas parlé précisément parce que c'est pas exactement la pollution numérique, c'est plus sur les enjeux. En fait, c'est plus transversal, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Bien-être numérique au Québec. J'ai repris la phrase de présentation de leur site. Cet organisme invite les jeunes à réfléchir à la place qu'occupe Internet, les téléphones intelligents et les réseaux sociaux dans leur vie. Donc, pour conclure, en fait, je vous inviterai aussi à découvrir tous ces enjeux-là grâce à cette ressource. Puis, c'est bon pour moi. Si vous voulez rallumer vos caméras, que je ne sois pas toute seule, si je peux répondre à vos questions.